Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Après les silences, le podcast dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous recevons la présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Chahinez Khirouni. Bonjour. Bonjour. Quels sont les liens entre un conseil départemental et la lutte contre les violences faites aux femmes, me direz-vous ? Eh bien, des liens, il y en a plein. D'abord parce que ça concerne directement des compétences du département, l'action sociale, la santé physique, mentale, la protection maternelle infantile, plus largement la protection de l'enfance et des familles, l'éducation dans les collèges par exemple, la prévention, et aussi d'un point de vue plus politique, sur la place des femmes dans la société, sur l'égalité femmes-hommes. Et puis bien sûr en tant qu'employeur, car si on a beaucoup parlé ici de violences au sein du couple, les violences sexistes et sexuelles au travail, eh bien ça existe. Tout d'abord, Chahinez Khirouni, le département est engagé sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes. Concrètement, quelle est votre ligne directrice et comment ça se traduit sur le terrain ? Sur la question de l'égalité femmes-hommes, nous en avons fait, le département en a fait une priorité. Nous engageons à ce que dans nos politiques publiques et l'ensemble de nos politiques publiques, les femmes puissent avoir un parcours professionnel équivalent à celui des hommes, prendre des responsabilités, se projeter aussi dans des responsabilités parce que on se rend compte que malheureusement il y a beaucoup de manque de confiance en soi chez les femmes, de manque de confiance en leurs compétences. Donc on travaille aussi à lever ces freins. Donc, je dirais que ça, c'est la question économique, de faire en sorte que les femmes et les hommes dans notre collectivité puissent aboutir à des parcours professionnels égalitaires. Et puis, évidemment, nous sommes confrontés, et là, c'est le rôle du conseil départemental d'intégrer dans ses priorités la question de la lutte contre les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. Et nous sommes engagés pour que se traduise la tolérance zéro sur la question des violences faites aux femmes. C'est la tolérance zéro dans vos services, dans le service public du département. Il y a eu ce plan égalité femmes-hommes qui a été voté par l'Assemblée récemment. Au-delà des agents publics, puisque c'est une réalité aussi, même s'il y a plus de femmes qui travaillent au département que d'hommes, il y a quand même des inégalités. On peut imaginer aussi dans les services des routes, il y a encore des stéréotypes qui circulent sur certains métiers. C'est aussi imposer le principe de l'égalité femmes-hommes dans les partenariats, c'est-à-dire avec les partenaires du département, qu'ils soient associatifs ou du privé, c'est conditionner un petit peu leur partenariat avec ce principe d'égalité. Disons que la question de l'égalité femmes-hommes, c'est une question éminemment politique. Et donc, elle nécessite à différents niveaux de responsabilité, que ce soit dans une collectivité locale ou dans une entreprise, c'est de travailler et de faire en sorte que cette question-là puisse irriguer, l'ensemble des politiques publiques et puis surtout puisse être un sujet, un axe prioritaire de notre société. Et donc, comment est-ce que l'on s'assure que dans notre société, à tous les niveaux de responsabilité, privé, public, associatif, nous puissions intégrer cette question-là comme un axe prioritaire. Donc, la question de l'égalité, elle est importante parce que la question de l'égalité femmes-hommes, c'est ce qui conditionne aussi, me semble-t-il en tout cas, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Plus nous nous projetons vers une société égalitaire, donc sortir de la société patriarcale, la société où nous vivons sur des stéréotypes de genre. L'homme travaille à l'extérieur, fait vivre la famille et la femme s'occupe des enfants. Alors elle peut maintenant travailler à l'extérieur, mais la question par exemple de la répartition des tâches domestiques aujourd'hui reste encore un sujet prégnant même en France. Donc ma conviction, c'est que plus nous portons et nous traduisons en actes la mise en œuvre d'une société égalitaire, donc en termes de genre,
voire de lutte contre les discriminations et toutes les discriminations, plus nous allons vers une société apaisée, plus nous allons vers une société où on a moins de violence. Parce que la société patriarcale est quand même basée sur une forme de domination, de rapport de force. Le masculin, d'ailleurs même dans la langue, l'emporte sur le féminin. Voilà. Si une femme aujourd'hui dans le département est victime de violences, que ce soit dans le sein de son couple, ou dans le cadre familial, ou même, pourquoi pas dans la rue ou au travail, que se passe-t-il concrètement pour elle ? Comment ça s'organise derrière l'accompagnement que fait le département ? Je voulais peut-être juste préciser, avant d'évoquer le fait que si nous parlons des violences faites aux femmes, c'est parce que c'est un fléau qui concerne toutes les femmes à travers le monde. Plus de 800 millions de femmes à travers le monde sont victimes de violences. Et c'est, je dirais, une des violences et une violation des droits humains les plus répandues dans le monde. Et quand on dit plus répandues dans le monde, même en France, c'est un vrai sujet. Et donc, il a fallu quand même du temps pour prendre au sérieux cette question-là, qui relevait quand même de l'intime, qui relevait de la famille, qui relevait du huis clos. On ne s'occupe pas des affaires des autres. Donc, on ne regarde pas ce qui se passe derrière les volets clos. Et derrière les volets clos d'une famille, il peut y avoir des violences, de l'emprise, il peut y avoir des violences faites aux enfants, des violences faites aux femmes. Et c'est une réalité en France. C'est pour cela que c'est devenu une forme de cause nationale. C'est pour cela qu'un travail de libération de la parole a été mené pour que nous puissions être attentifs à cette question-là, que nous la prenions au sérieux. Et donc, la prendre au sérieux, c'est, en termes de politique publique pour le département, eh bien, de pouvoir avoir une politique publique qui s'assure de l'accompagnement et de la prise en charge des femmes victimes de violences, des femmes et des enfants victimes de violences. Donc, ça signifie que nos maisons des solidarités, nos travailleuses sociales et nos travailleurs sociaux ont la capacité d'accueillir, d'être à l'écoute. Donc, on a besoin aussi de les former, parce que ce n'est pas toujours facile d'identifier les femmes victimes de violences, puisque quelquefois, elles n'en parlent pas. Donc, il faut être très ouvert. C'est pareil pour les médecins de la PMI, les médecins généralistes doivent être aussi accompagnés, formés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons développé un programme de formation que nous avons ouvert justement à nos partenaires, parce que la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, elle est portée par le département, mais le département seul ne peut pas agir. Il agit avec des partenaires. Donc, nous avons des équipes, des professionnels qui ont la capacité d'accueillir. Nous avons la possibilité aussi de former nos équipes en interne, mais de travailler avec nos partenaires pour former nos partenaires à l'identification de ces violences faites aux femmes. Et puis, très récemment, nous avons porté avec les associations, avec la ville de Nancy, une maison des femmes qui a justement comme objectif d'accueillir H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des femmes victimes de violences avec leurs enfants, accompagnées de leurs enfants, pour pouvoir être prises en charge dans l'urgence et puis ensuite être accompagnées. Et puis, globalement, nous avons de toute façon des politiques publiques qui concernent justement les familles. Je pense à la PMI, la protection maternelle et infantile. Je pense toute à notre politique publique de protection de l'enfance, où là, nous avons en responsabilité la prise en charge des enfants victimes de violences intrafamiliales. Et souvent, les enfants victimes de violences intrafamiliales, leur mère est victime aussi de violences. Peut-être dire un peu plus dans le détail, puisqu'on a parlé des maisons des solidarités assez rapidement, ça parle peut-être pas forcément aux gens qui nous écoutent, de redire que ce sont, on peut le dire vraiment, des maisons qui accueillent, c'est-à-dire qu'on peut y aller à peu près tous les jours et refaire un peu le point sur les professionnels, les différents types de professionnels qui peuvent être un appui ou un relais pour un accompagnement dans le cadre de violences. Il y a des assistantes sociales, il y a des infirmières, c'est ça aussi ? La particularité du département, en tout cas le choix politique qu'il a fait, c'est de faire en sorte que ces politiques publiques
se déploie sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle. Donc le PIO, le bassin du Val-de-Lorraine, le sud du département. Et nous avons des maisons de solidarité, des maisons du département, des équipes professionnelles sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons avoir effectivement des éducateurs et des éducatrices, des travailleuses sociales, des médecins, des infirmières, des infirmiers. Nous allons avoir des professionnels du social, des personnes qui sont en capacité, par exemple, d'accompagner les familles quand elles sont en difficulté économique et sociale, parce que plus vous avez des difficultés économiques et sociales, plus vous êtes en difficulté socialement, plus vous avez des difficultés justement de parentalité. Alors les difficultés économiques n'entraînent pas toujours des violences intrafamiliales, mais en tout cas elles insécurisent les familles. Donc on a une diversité de fonctions, de métiers, dans le social, dans le médico-social, dans la médecine. Et puis surtout, nous avons des professionnels qui sont en capacité, parce que formés, qui sont en capacité justement de prendre en charge et d'être à l'écoute des personnes qui poussent une porte d'une maison de solidarité pour relater leurs difficultés économiques, sociales ou de violences intrafamiliales. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes ne concernent pas que les classes les plus populaires, elles concernent hélas toutes les classes sociales. Évidemment, quand on a moins d'argent, les conditions sont souvent plus réunies pour créer des moments de misère et de doute. Zineb, la première victime qui a témoigné dans cette émission, me disait qu'avant, elle avait peur d'aller voir les services sociaux. Il y a un peu cette mauvaise image qui traîne sur les assistantes sociales ou les assistants sociaux, sur les travailleurs sociaux, puisqu'il y a cette crainte de se faire enlever les enfants, d'être jugée. Par contre, elle nous a avoué que c'est ça qui l'a sauvée. Quand un jour, elle a été voir une assistante sociale d'un centre social de son quartier pour une autre question que les violences, c'est à partir de là que tout son parcours de reconstruction, de mise à l'abri a commencé. Peut-être redire le rôle important qu'ont ces travailleurs sociaux et surtout leur rôle de neutralité et vraiment d'aide des personnes qui sont le plus dans le besoin. Le département a des équipes de professionnels qui ont de l'expérience et la formation justement pour accueillir les personnes les plus en fragilité, les plus en difficulté. Et leur approche, elle est une approche bienveillante, elle est une approche d'écoute, elle est une approche de dialogue. Et donc, je réitère ici, à l'antenne, le fait qu'il faut absolument avoir confiance et si on a un doute, si on est en difficulté, eh bien ne pas hésiter à, ouvrir la porte soit d'un centre social, soit d'une maison des solidarités, soit d'un CCAS. Il faut absolument s'exprimer, il faut parler, il faut faire entendre les difficultés. Après que nous ayons besoin, nous tous et toutes, nos professionnels du département, mais comme tous les professionnels dans les associations, dans les collectivités locales, que nous ayons besoin de réinterroger des pratiques, de réfléchir à mieux accueillir, à mieux être à l'écoute, je pense on peut le faire. Et le travail de formation que nous avons, nous, déployé au département de Meurthe-et-Moselle, avec nos partenaires, encore une fois, avec les partenaires, les associations, les professionnels de la justice, les médecins, les professionnels de la santé, eh bien, ce travail de formation vise aussi à adapter nos pratiques et à être plus à l'écoute, mieux à l'écoute et à prendre en compte ce que nous disent celles et ceux qui passent les portes de nos structures. Eh bien, il faut entendre le fait qu'il y a peut-être quelquefois besoin de faire évoluer les choses, même si nous, dans le principe, dans les objectifs, nous sommes évidemment dans une ouverture complète d'écoute et de dialogue.
On a parlé du rôle clé de la protection maternelle infantile, notamment dans le repérage aussi des cas de violence, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes, puisqu'on a parlé des violences faites aux femmes, il y a aussi les violences intrafamiliales qui concernent aussi les enfants. On rappelle aussi, la loi a changé heureusement, qu'aujourd'hui, quand un enfant est témoin de violences dans le cadre de sa famille, il devient automatiquement une victime. Ce n'est pas juste je suis témoin privilégié, je suis une victime. C'est-à-dire que le fait d'être témoin d'actes de violence a des conséquences sur sa construction, sur son éducation, et doit être considéré comme une victime. Ça, c'est très important. Là aussi, le département a un rôle aussi en termes de prévention, notamment, ça peut se faire via les collèges. La question, elle est quelle société nous voulons ? La question politique, elle est quelle société nous voulons ? Moi, j'ai évoqué ma vision d'une société égalitaire. Une égalité de genre, une société qui lutte contre les discriminations, une société qui permet à tous et toutes de trouver sa place, quelle que soit son histoire, quel que soit son parcours, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son genre, peu importe. Mais que chacun et chacune dans cette société trouve sa place. Et donc, une société, ça se construit. Mais une société, elle se construit à partir de l'existant. Et l'existant, c'est un chemin encore long pour arriver à l'égalité de genre, un chemin encore long pour faire en sorte que l'on éradique et on élimine les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Et donc, ça nécessite de travailler sur ce qui détermine cette société de domination et cette société patriarcale. C'est aussi travailler sur des stéréotypes de genre, c'est travailler aussi sur la question culturelle de quelle place ont les hommes, quelle place ont les femmes, quelle place ont les enfants, et de faire en sorte que très tôt, au moment où les enfants sont petits, à l'école, eh bien, c'est de travailler sur la déconstruction de ces stéréotypes de genre. Et nous avons la chance de pouvoir travailler avec, par exemple, l'éducation nationale et faire en sorte qu'il y ait des interventions dans les collèges. Nous avons la possibilité de travailler avec l'éducation nationale pour faire en sorte que, avec les équipes de professeurs, d'enseignants, eh bien, il puisse y avoir des interventions au travers de modes de sensibilisation différents. Je pense ça peut être par des expositions, par de la culture, du théâtre, bref, des moyens qui permettent justement aux élèves, aux professeurs, au sein de l'école, de se réinterroger sur la question de la société et de la question de l'égalité femmes-hommes. Et moi, je crois beaucoup au fait que nous ayons besoin à la fois de travailler la question de la prévention des violences, mais ça se travaille sur la question de... On déconstruit la société de domination masculine et du rapport de force, la question de l'emprise. Donc, ça signifie que l'école a un rôle important à jouer pour permettre l'autonomie et l'émancipation. Donc, comment faire en sorte que les filles et les garçons, et notamment les filles, puissent réussir à l'école, et elles réussissent plus que les garçons à l'école, mais que cette réussite à l'école leur permette justement de s'émanciper, de trouver un travail, de s'émanciper économiquement pour pouvoir être indépendante et de ne pas dépendre économiquement de son conjoint ou de sa conjointe, de manière plus générale. Et donc, le département de Meurthe-et-Moselle, ou la société, doit pouvoir travailler les questions de prévention, les questions de déconstruction de stéréotypes de genre, et faire en sorte que la question de l'égalité femmes-hommes soit une réalité. Ce n'est pas encore le cas, même en France, même si nous avons parcouru un bon chemin. Malheureusement, la question de l'égalité femmes-hommes, et notamment en politique, c'est souvent la loi qui l'impose, parce que visiblement, les hommes ont un peu de mal à laisser leur place, notamment dans des responsabilités politiques ou dans des responsabilités économiques. Et donc, ça, c'est un travail qui doit être mené. Il est à la fois culturel, mais il est à la fois au niveau de la loi. Donc, au niveau de la loi, c'est aussi sanctionner de manière très forte les violences faites aux femmes, les viols, le harcèlement, l'emprise chimique. On a eu ces derniers temps un certain nombre de sujets d'actualité, et le dernier concerne quand même un ex-sénateur qui a
voulu droguer son ami député Mhm. pour la violer, a priori. Sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait mis dans son verre quelque chose pour l'endormir, en fait. Et donc, c'est une actualité prégnante. Et cet exemple que je donne, puisque j'évoque un ex-sénateur, eh bien, démontre que ça concerne aussi tous les milieux. Comme je le disais, tous les milieux sociaux. Donc, il y a la culture, quelque chose de très culturel, qui doit bouger. Mais la loi doit aussi faire bouger les choses parce que si on attend que les choses évoluent, on va dire naturellement, il ne se passera pas grand-chose. Shaina Scheroni, présidente du département de Meurthe-et-Moselle. On a laissé parler la femme politique. On aimerait entendre la femme, la fille, la mère aussi. Je sais que c'est pas évident de sortir de son costume. Est-ce qu'il y a des situations ou des rencontres qui vous ont particulièrement marqué? Et puis ensuite, vous nous direz quel message ensuite vous voulez donner aux femmes, aux filles, aux mères qui nous écoutent. C'est clair qu'en tant que femme, j'ai eu moi-même dans mon parcours à m'interroger sur la place des femmes, la place que je pouvais avoir et quels étaient tous ces freins qui nous empêchaient d'être libres. Et donc, les premiers freins que moi j'ai identifiés, c'est ceux de la société et de la famille, dans la répartition des rôles, dans la façon dont on imagine la place des femmes dans la société. Quand on veut être libre, quand on veut s'émanciper, eh bien, la première chose à faire, c'est de s'émanciper de ce carcan qui est extrêmement lourd et qui vous assigne à un rôle. Et en tout cas, pour moi, ça a été l'un de mes premiers combats, c'est de me permettre justement de m'émanciper et de faire en sorte que je puisse me projeter dans une société où je peux être libre. Et donc être libre, c'est pouvoir économiquement trouver un travail, économiquement s'en sortir et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Donc l'école, pour moi, encore aujourd'hui, joue un rôle important. Quelles que soient les formes d'émancipation d'ailleurs, lorsque l'on veut être libre, être un citoyen, une citoyenne éclairée, avoir le plus grand champ des possibles, eh bien, l'école continue à jouer un rôle, même si, malheureusement, je déplore le fait que les moyens ne sont pas suffisants et que nous devrions avoir des moyens beaucoup plus forts et réinstaller la question de l'éducation comme une véritable priorité, la question de l'enseignement, l'université qui est économiquement très fragile, manque de moyens. Eh bien, nous devons, puisqu'on parle beaucoup de réarmement, eh bien, si moi je devais réarmer quelque chose, c'est l'école, l'université. Et puis, je sais... Vous n'avez pas réellement enlevé votre costume de femme politique, je trouve. Parce que vous faites l'erreur de dissocier la femme que je suis, le parcours de mon parcours politique. En fait, tout est lié. Si je suis aujourd'hui présidente de département, si je me suis engagée dans la politique, c'est un prolongement de mon histoire familiale, de mon parcours personnel et de ce qui a fait mes combats. Et mes combats naissent de ce parcours très personnel. Donc, c'est illusoire, en tout cas me concernant, de vouloir scinder la femme politique de la femme ou de mon histoire, parce que tout est imbriqué. Et mes combats, tels que je les mène aujourd'hui en tant que femme politique, ils sont nés des combats que j'ai menés en tant que femme dans cette société, soit au sein d'une famille, soit au sein de la société qui, encore aujourd'hui, eh bien, vous avez des inégalités de genre, vous devez aussi lutter contre les discriminations, vous devez lutter contre les discriminations liées non seulement à votre genre, à votre milieu social, parce que ces discriminations-là existent aussi, et donc, lorsque vous avez, je dirais, un certain nombre de discriminations qui peuvent être des freins
dans votre parcours, dans votre insertion et dans votre émancipation, eh bien, il faut les transformer en force. Et donc, moi, elles se sont transformées en combat. Et donc, c'est ce combat que je mène. Donc aujourd'hui, oui. Justement, là où je voulais en venir, c'est que j'aurais voulu que vous me racontiez des histoires précises, personnelles, qui parlent de ce combat. Je sais notamment qu'il y a, sur votre première entrée à l'Assemblée, parce que vous avez été aussi député de Meurthe-et-Moselle, votre entrée à l'Assemblée nationale ne s'est pas exactement passée comme pour n'importe quel député, notamment masculin. Oui, parce qu'en fait, lorsque j'ai été élue députée de Meurthe-et-Moselle, donc en 2012, je me rends compte, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que nous devons lutter contre les stéréotypes de genre et la façon dont les citoyens et les citoyennes se projettent ou projettent un costume, je dirais, sur des responsabilités. Et donc, il y a très peu de présidentes de départements. Nous sommes une vingtaine de femmes sur une centaine de départements. Lorsque j'ai été élue députée en 2012, de toute façon, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est toujours pas paritaire, puisque la loi n'oblige pas à la parité. Et donc, finalement, un homme en costume qui passe, il peut être considéré comme un député. Une femme qui arrive juste derrière, et c'était mon cas, eh bien, elle était considérée comme, j'étais considérée peut-être comme une assistante ou une attachée parlementaire, et non pas comme une députée. Mais je dirais, ça c'est une anecdote. Ce qui est important pour moi, c'est de rappeler, et notamment si j'avais un message à passer aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles, d'avoir confiance en leurs compétences, en leurs talents, de se projeter dans des responsabilités, de faire en sorte de ne pas, j'allais dire, laisser leur place, mais justement prendre toute leur place dans cette société, quels que soient, je dirais, les champs de responsabilité. Ça peut être économiquement, ça peut être dans des associations ou en politique, dans des responsabilités politiques, mais la question de la confiance en soi, elle est importante. Et puis sur les questions de violence, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. C'est important d'en parler, donc de libérer la parole. Alors oui, ça percute un modèle, un vieux modèle patriarcal, parce que ce vieux modèle doit évoluer et nous devons porter un modèle plus égalitaire. Donc ça perturbe un certain nombre peut-être de masculinistes ou d'hommes et de femmes qui souhaiteraient rester, notamment d'hommes qui souhaiteraient rester dans cet ancien modèle. Et puis, je crois que la question de l'égalité et de la lutte contre les violences, elle permet aussi aux femmes, à nos filles, de pouvoir se projeter dans un monde plus apaisé, parce que la question des violences aujourd'hui, et je peux aussi le vivre en tant que mère, c'est l'inquiétude que nous pouvons, nous, avoir en tant que parents par rapport à nos filles, qui sont beaucoup plus victimes de harcèlement dans la rue, de harcèlement sexuel, qui peuvent aussi être victimes de viols. Et donc, c'est une société qui les met en insécurité. Et donc, je crois que nous ne pouvons pas avoir une société apaisée et des femmes et des filles qui grandissent de manière sereine si leur appréhension, c'est quand elles sortent, comment elles doivent s'habiller. Parce que si elles s'habillent comme elles le souhaitent, eh bien, elles vont peut-être se faire harceler, se faire insulter, se faire violer. Et en plus, on va même considérer qu'elles l'ont cherché. Donc, la honte, déjà, elle doit changer de camp et faire en sorte aussi que, justement, cette société qui enferme les femmes dans un rôle, qui les empêche de s'émanciper, qui ne leur permet pas de disposer de leur corps, eh bien, c'est une société qui mène à de la violence. Moi, en tant que présidente de département, puisque là j'ai des responsabilités pour agir, eh bien, je fais aussi en sorte que dans le rôle qui est le mien, nous puissions porter cette société de l'égalité de genre, cette société de lutte contre les discriminations, cette société de lutte contre les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants et faites aux femmes. Jeanne Esqueroni, merci beaucoup.
Merci Simon. Vous écoutiez Après les silences, le podcast dédié aux violences faites aux femmes. Et surtout, n'hésitez pas, un doute, une question, une alerte, le 3919. C'était Après les silences, on parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 3919. C'est anonyme et gratuit. 3919.